Bonjour, bonjour. Donnez-moi une seconde avant de commencer. Je dois tourner, comme d'habitude, ma tablette. Je n'ai pas le choix de faire ça à chaque fois parce que je dois peser un bouton pour le démarrer. Puis quand je tourne ma tablette, ça met le clavier en bas. OK. Bonjour à tous. Donc, on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est que je vais faire une autre heure essentiellement sur les espaces de Banach. Puis ensuite, je vais parler un peu des dérivés distributionnels dans la quatrième heure. Puis je vais commencer tout de suite avec les espaces d'Hilbert après ça. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est que on va raccourcir. On va pas parler des séries de Fourier généralisées, mais on va passer vraiment la dernière heure à parler du problème de Laplace, des valeurs propres du problème de Laplace. Parce que ça, c'est vraiment des sujets essentiels. Puis c'est aussi des sujets qui vont permettre d'utiliser tout ce qu'on a appris, toutes les techniques qu'on a utilisées, qu'on a vues. OK. Donc, le sujet principal aujourd'hui, ça va être la dualité, l'espace dual. Mais avant de parler de ça, je veux revenir sur deux sujets qui sont importants pour nous. Donc, sur lesquels je me suis rendu compte que je n'avais pas parlé suffisamment de ce qui se passait. Donc, la première chose, c'est que j'avais parlé, quand j'ai introduit la notion d'un opérateur complexe, donc j'ai donné sa définition, puis j'ai essayé d'expliquer qu'un opérateur qui est compact, c'est qu'il va prendre la boule dans l'espace de départ, donc un opérateur qui va de V vers W, il va prendre la boule dans V, puis il va l'envoyer vers quelque chose dont la fermeture est compacte. Maintenant, compact dans un espace de dimension finie, ça veut dire que c'est petit. Okay? Parce que normalement, une boule dans un espace de dimension finie, c'est pas compact. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse ici, c'est de penser à un opérateur compact comme quelque chose qui prend quelque chose de très très gros, puis il l'écrase. Donc, l'image d'un opérateur compact est très petit. Associé à cette notion-là, j'avais introduit la notion d'un opérateur de rang fini. Puis un opérateur de rang fini, c'est un opérateur dont l'image, c'est en fait un sous-espace de dimension finie. Puis bon, dans tout ça, j'ai oublié de mentionner le point essentiel, c'est que un opérateur de rang fini, c'est un opérateur compact. Parce que par la suite, quand j'ai montré que les opérateurs compacts forment un ensemble fermé, qu'est-ce que j'essaie de dire essentiellement, c'est que toute suite d'opérateurs compacts qui a une limite, bien, la limite est aussi compacte. Mais ça implique que toute limite d'opérateurs de rang fini, donc on peut on peut approximer par des opérateurs de différentes dimensions finies, ça va converger vers un opérateur compact. Donc, les opérateurs qu'on va rencontrer souvent en pratique vont être des opérateurs compacts parce qu'on va les approximer par des opérateurs en dimension finie. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais montrer qu'un opérateur de rang fini est un opérateur compact. Et je vais faire la preuve de ça parce que, en fait, premièrement, parce que la preuve est intéressante. Puis, c'est bien important de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Puis, je pense que cette preuve-là l'explique un peu. Donc, montrons qu'un opérateur de rang fini est compact. OK, donc prenons un opérateur qui va T de V vers W. De rang fini. Alors, qu'est-ce que je veux montrer pour montrer qu'il est compact? C'est que je veux montrer que la fermeture de l'image de la boule de rayon 1 est compacte. Mais qu'est-ce qu'on a? C'est que, alors, il existe M, constante, telle que T de U est plus petit ou égal à M fois la norme de U. Mais une autre façon d'interpréter ça, c'est en disant que
T de la boule de rayon 1 est inclus dans la boule de rayon M. Maintenant, il faut être précis ici pour bien comprendre, c'est que c'est T de l'image de la boule dans V est incluse dans une boule de rayon M. OK? Puis ça, on le sait parce que dans la définition d'un opérateur de rang fini, bien, une des conditions, c'est qu'il faut qu'il soit continu. Donc, mon opérateur de rang fini est continu, donc il existe un M tel que j'ai cette propriété-là. De plus, T de B1, 0 de V est inclus dans W, pas dans W, mais mettons dans E, où E est un sous-espace de dimension finie. Donc, en particulier, c'est que j'ai que l'image de la boule de rayon 1, la boule qui était dans V, est incluse dans la boule de rayon M, autour de 0, mais dans l'espace E. Donc, mais la boule de rayon M dans E, où E est de dimension finie, ben, si je prends la fermeture de ça, donc ça c'est inclus dans la fermeture de ça, bien, la fermeture de cette boule dans un sous-espace de dimension finie, bien, par Anne Borel, puisqu'il est fermé et borné, il est compact. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est que ceci est compact par Anne Borel. Maintenant, ça implique que T de B1 de la boule qu'on avait au départ dans V est inclus dans ça c'est un fermé qui est à l'intérieur de BEM de 0 qui lui est compact. Tout ça c'est à l'intérieur de E. Puis lui, il est de dimension finie. Donc, qu'est-ce qu'on sait à propos d'un sous-espace de dimension finie dans un espace de Banach, ben pas un espace de Banach, mais à l'intérieur d'un espace de dimension infinie, ben ça c'est fermé. Puis puisque le sous-espace est fermé, ben j'ai un compact dans un fermé. Le fermé étant fermé par rapport à l'espace au complet, ça veut dire que TB1 de V est compact dans W. Donc ça ici, je devrais préciser, c'est fermé dans W. OK, donc ça c'est la fin de la preuve. Puis OK. Donc, il y a vraiment, je pense que j'encourage de regarder cette preuve-là, puis de faire un dessin pour bien la comprendre. Parce que moi, la façon que je le vois, c'est vraiment que mon opérateur, il prend une grosse boule. Oui, c'est une boule, là, mais grosse dans le sens qu'il n'est pas compacte. Puis là, mon opérateur T, il l'envoie puis il l'écrase pour faire en sorte que ce soit une boule dans un sous-espace de dimension finie. Bon, ben cette boule-là, elle, cette image-là est inclue dans une boule de rayon M. La boule de rayon M par Anne Borel, c'est compact. C'est un compact dans un fermé dans un espace. Donc, ça veut dire que ton image doit être compacte. OK. Oui. Parfait. Donc, l'autre résultat que je voulais brièvement mentionner, c'est le suivant. Ça va juste prendre une seconde. J'avais mentionné des exemples d'opérateurs compacts, puis en particulier, j'avais mentionné le théorème de Rélich-Kondrakov. Je vais être un peu plus précis dans une couple de choses. Donc, premièrement, dans le théorème de Arzela-Ascoli, qu'est-ce que je n'ai pas mentionné, c'est que, en fait, le domaine qu'on utilise dans le théorème de Arzela-Ascoli, il faut que ça soit un fermé compact.
Puis là, on a ce résultat-là. Bon, il y a des conditions sur comment est-ce qu'on définit les dérivés au bord, mais puis c'est quoi la régularité du bord, mais disons que le bord il est très beau, qu'il est lisse. Dans le cas de Relish-Kondrakov, on peut commencer avec n'importe quel domaine ouvert, puis il n'y a pas de condition sur la régularité, mais l'inclusion est compacte, puis on doit se restreindre aux fonctions qui sont 0 au bord. Bon, il y a plusieurs extensions de ces résultats-là qui enlèvent certaines de ces conditions-là. En particulier pour Relish-Kondrakov, il y a plusieurs versions. Mais dans la version que je vais utiliser ici, il faut vraiment... On ne met pas de conditions sur le domaine, sur la régularité au bord du domaine. Mais on suppose que c'est une fonction qui s'annule au bord. OK? Bon, donc ça, c'est deux remarques que je voulais faire là, pour préciser mes résultats. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire, c'est commencer à parler du dual d'un espace. OK, donc, le dual d'un espace, puis toutes les notions liées à la dualité, il faut voir ça comme des notions qui te permettent de réinterpréter beaucoup de résultats ou de réécrire les résultats. En tant que tel, ça te donne pas ça te donne des façons de réinterpréter les résultats, mais ça ne te donne pas de nouveaux résultats. Parce que qu'est-ce que je vais expliquer au début, comme on va voir, c'est que quand tu as un espace V, tu as son dual automatiquement. Donc, ça veut dire que le dual, lui, il est dépendant de V. Il ne contient pas d'autres informations que qu'est-ce qui n'est pas déjà dans V. OK? Donc, prenons une situation. Comment est-ce qu'on définit le dual? Bon, ben, on prend n'importe quel espace vectoriel normé V. Puis le dual de V, c'est l'espace des applications linéaires de V vers R. On se rappelle que R, c'est un espace vectoriel, mais aussi complet. R est complet. Donc, ça veut dire que R est un espace de Banach. Et donc, on sait que si jamais je regarde l'ensemble des opérateurs linéaires de V vers un espace de Banach, ça devient un espace de Banach. Ça veut dire que V, ici, est toujours un espace de Banach. Okay? Donc ça, c'est important à voir. Si j'ai V étoile est un espace de Banach, son dual. En pratique, là, qu'est-ce que je vais faire en général, c'est que je vais, pour ces cas-là, c'est que je vais vraiment commencer avec V, puis je vais supposer qu'il est déjà complet. C'est-à-dire que j'ai pris sa complétude. Donc, la façon de penser à ça, c'est que si j'ai un espace de Banach, je prends son dual, c'est aussi un espace de Banach. OK. Oui. OK, donc j'ai dit ça. L'autre chose que je veux mentionner, c'est la norme. Donc, je veux juste l'écrire explicitement ici. Donc, si j'ai un élément du dual, donc c'est une application linéaire de V vers R. Une application linéaire de V vers R, c'est une application qui va associer à chaque vecteur un nombre. OK? Mais il fait de façon linéaire. Donc, L de U1 plus U2, c'est égal à L de U1 plus L de U2. L de alpha U est égal à alpha fois L de U. Mais ce L-là aussi, je suppose qu'il est continu. Et qu'est-ce que je peux faire? C'est comme que j'avais la norme d'un opérateur, où est-ce que normalement j'allais de V vers W, où W était compliqué. Bien là, mon W devient super simple. C'est juste l'espace des nombres réels. Puis je peux définir sa norme, où je peux dire j'ai une fonctionnelle linéaire. Puis sa norme, ben, c'est la plus grande que sa valeur que ça prend, divisée par la norme de U. OK? Puis on peut réécrire ça aussi comme auparavant en disant que la norme de L, c'est la plus grande valeur que L de U va prendre sur la boule de rayon 1. OK? Puis en général, qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant? C'est quand on va parler d'une fonctionnelle, je vais parler d'un élément du dual, puis je vais prendre pour acquis que cette fonctionnelle-là est linéaire et est aussi continue. Ça encore, c'est une autre notation, un autre langage. Pour exprimer qu'est-ce que je pourrais simplement dire, c'est que c'est l'ensemble des fonctions linéaires et continues de V vers R. Mais on les appelle des fonctionnels. OK. Donc, c'est quoi l'idée ici de tout ça là, pour l'instant? Je vais donner plusieurs exemples bientôt, mais je vais commencer avec ma remarque générale, puis je vais essayer de vous encourager à penser de cette manière-là quand je fais ma présentation. Donc, la première chose que je veux dire, c'est qu'en science, si tu prends un espace de fonction, bien, ton espace de ta fonction que tu cherches, c'est
elle décrit l'état de ton système. Donc, par exemple, si tu as une plaque de métal, puis tu cherches à caractériser la température dans ta plaque de métal, tu vas avoir une fonction qui, en tout point dans ton domaine contient, qui représente les points à l'intérieur de la plaque de métal, bien, en chaque point, tu as une température. Donc, ça, c'est une fonction. Tu sais. Ou ta fonction, ça pourrait être le champ de vitesse de ton écoulement, ça pourrait être la densité de ton écoulement, ça pourrait être le champ magnétique en fonction de l'espace. Et ces fonctions-là représentent donc l'état de votre système. OK, maintenant, c'est quoi le dual? Bon, bien, chaque fonctionnel du dual, on peut interpréter ça comme étant une coordonnée sur l'ensemble des états. OK? Donc, il faut penser de manière abstraite. Mes états, je ne les ai pas paramétrisés au départ. Mes états, c'est des objets abstraits. Et oui, il y a des notions algébriques d'addition d'états, comme on peut avoir quand on fait la somme de deux densités, etc. Mais si tu as un état, puis tu cherches à extraire une information, donc tu as un état qui serait l'état du fluide, puis à partir de l'état du fluide, qu'est-ce que tu voudrais faire? C'est extraire des quantités comme la densité, l'énergie, ça pourrait être l'énergie interne, ça pourrait être l'énergie potentielle, ça pourrait être la vitesse, la quantité de mouvement. Toutes ces choses-là deviennent des fonctionnels que tu appliques sur ton ensemble d'états. OK? Donc, qu'est-ce qu'on s'attendrait? C'est que le dual contienne assez de coordonnées pour pouvoir uniquement déterminer un état. C'est ça qu'on veut faire en science. C'est-à-dire qu'en science, une des hypothèses qu'on fait quand on construit un modèle, c'est qu'on dit voici les quantités d'intérêt, puis je suppose que quand je construis mon modèle, que le comportement du système va seulement dépendre de ces variables que j'ai proposées. Je ne vais pas faire un modèle où ce que je veux dire, voici mon modèle, voici mes quantités physiques, puis là, il y a aussi une variable que j'appelle Dieu. Puis là, je vais essayer de prédire les choses. Tout dépend. Bien là, il y a quelque chose que je ne connais pas, là, qui est Dieu. Puis lui, il va venir, là, à un moment donné, dans ma formule, Dieu va arriver là-dedans, là, puis il va changer la valeur. Non, je veux dire, il faudrait que je sache ce que Dieu veut faire. Il faudrait que lui fasse partie, ou que son input fasse partie des variables que je mesure. OK? Donc, le premier exemple qu'on veut faire, c'est on va regarder un espace de Banach qui est essentiellement un espace vectoriel de dimension finie, parce qu'on sait que tous les espaces vectoriels de dimension finie sont tous équivalents à Rn. Ils ont tous la même topologie induite par une norme. Donc, ils sont tous complets comme Rn-Lie. Donc, prenons un espace vectoriel de dimension finie, puis prenons une base U1, U2 jusqu'à Un. Qu'est-ce qui se passe? C'est que puisque j'ai une base, pour tout V dans mon espace, je suis capable d'écrire V de manière unique comme une combinaison des vecteurs U1, U2. Puis cette combinaison, elle a fait apparaître des constantes, des chiffres. Donc, alpha 1, c'est le chiffre qui va multiplier U1. Alpha 2, c'est le chiffre qui va multiplier U2. Puis, alpha n, c'est le chiffre qui va multiplier UN. Mais ces chiffres-là, alpha 1, alpha 2 et alpha n, c'est des fonctions qui dépendent de V. Bon, c'est pas compliqué de voir que les alpha 1 jusqu'à alpha n, en fait, ils sont linéaires. Si jamais tu remplaces V par 2 fois V, tu vas avoir la même identité, sauf que tous les alphas vont devoir être multipliés par 2. Si jamais tu as une décomposition comme ça en V, puis une autre en W, tu peux faire la somme des deux, puis tu vas voir que ta décomposition unique que tu as dans la base va te donner l'identité que les coefficients, eux autres aussi, fonctionnent par linéarité, c'est qu'ils satisfont aussi la linéarité. OK. Donc, les alpha 1 jusqu'à alpha n qu'on construit comme ça sont donc des coordonnées, mais on peut montrer qu'ils forment en fait une base, puis une base de l'espace de V dual. OK? Puis, puisque j'avais n vecteurs, puis en faisant n vecteurs, j'obtiens n fonctions alpha 1 jusqu'à alpha n qui sont linéaires,
puis que ces fonctions-là forment une base, ben, j'ai que la dimension de V, c'est la même que V étoile. Attention, c'est pas vrai en dimension infinie. Ça peut être vraiment subtil, ça. Mais en dimension finie, c'est définitivement le cas. Puis c'est en gros à cause de ça que c'est si simple que ça. Donc, qu'est-ce que je veux faire maintenant? C'est vous montrer en détail que ces fonctions-là forment en fait une base du dual. Donc, les fonctions alpha 1, alpha n forment une base de V étoile. OK? Donc, comment est-ce qu'on fait pour montrer ça? Donc, la première chose qu'on va montrer, montrons que tout fonctionnel dans le V dual est une combinaison linéaire des alpha i. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est que si j'ai un U qui appartient, mettons, on ne va pas l'appeler U, on va l'appeler W. Mon écriture est mauvaise. Donc, si j'ai un W qui est dans V, alors j'ai que L de W. Puis le W, lui, comment je l'écris? Ben, je peux l'écrire dans la base. Donc, je peux l'écrire comme I égale 1 jusqu'à N des alpha I W fois mes vecteurs UI de ma base. Là, le tout est linéaire, donc je peux sortir la somme. Sommation I égale 1 jusqu'à N. Puis ça, c'est des nombres réels. Ça, c'est des éléments de V. Donc, je peux aussi sortir les nombres réels. Puis, je vais avoir L appliqué jusqu'à UI. OK? Et là, disons que je vais réécrire ça d'une autre manière. Je vais écrire ça comme I égale 1 jusqu'à N. L de UI fois alpha I de W. Ainsi, j'ai donc l'identité L est égale à sommation I égale 1 jusqu'à N des L de UI fois alpha I. Remarquez que ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai enlevé la dépendance en W parce que le terme à gauche que j'avais, ça c'était vrai, c'était égal à ça pour tout W. Donc, ça voudrait dire que L te donnait la même valeur que cette expression-là, sauf que là, j'ai enlevé la dépendance en W parce que ça va être vrai pour tout W. OK? Donc, le L s'écrit donc une combinaison linéaire des alpha I. OK? Donc, il faut vraiment comprendre que ça ici, c'est un élément de V étoile. Ça, c'est des nombres réels. Puis ça, c'est des V étoiles. Donc, j'ai fait une somme d'éléments de V étoile. L'autre chose que je veux montrer, c'est que ils sont linéairement indépendants. Donc, montrons que les alpha I sont linéairement indépendants. Si j'ai montré cette deuxième propriété, je vais avoir gagné. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Comment je vais faire ça? Comment ça fonctionne pour montrer qu'ils sont linéairement dépendants? Supposons qu'il existe des constantes C1 jusqu'à Cn telles que C1 alpha 1 plus nanana plus Cn alpha n est égal à 0. Ben, si j'ai cette combinaison d'éléments dans V étoile qui donne 0, ça c'est la même chose que de dire que C1 fois alpha 1 de W plus nanana plus Cn alpha n de W est égal à 0 pour tout W dans mon espace V, pour tout vecteur. Et là, ça, je peux réécrire ça comme étant alpha
OK, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est vrai pour tout W. En particulier, si j'ai que W est égal à UI, alors je sais d'abord que UI, il s'écrit comme 0 fois U1 plus nanana plus 1 fois UI plus 0 fois UN. Donc, ça veut dire que le coefficient qui était en avant, ça c'était alpha 1 de UI. Le coefficient en avant ici, c'était alpha I de UI. Ça, c'était alpha N de UI. Donc, qu'est-ce que j'ai comme conclusion ici? C'est que pour tout I, j'ai que alpha J de UI, c'est toujours le Kronecker delta. Donc, si on prend W égale UI dans l'identité précédente, dans celle que j'avais ici, je vais avoir donc que C1 fois alpha 1 de UI plus nanana plus CI alpha I de UI plus CN alpha N de UI. Ça, il faut que ça soit 0. Mais qu'est-ce que je sais, c'est que lui, c'est 0. Tous les termes sont 0. Lui est égal à 1. Donc, ça donne CI fois 1 est égal à 0. Donc, ça donne CI égale 0 pour tout I. Donc, ça veut dire que les coefficients dans ta combinaison linéaire que tu avais au départ, si jamais tu as une combinaison linéaire qui donne 0, mais ça veut dire que chacun des coefficients doit être 0. Donc, ils sont linéairement indépendants. OK? Ça, c'est la fin de la preuve. OK. Donc, ça, c'est le cas le plus simple. Puis là, j'ai montré un peu comment ça fonctionne. Regardons d'autres exemples. Puis, les autres exemples ici vont être vraiment intéressants. En particulier, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que quand j'ai une base de V, alors j'ai une base duale. OK? Mais cette identification nécessite le choix d'une base. Sinon, il n'y a pas vraiment de possibilité d'identifier. Tu vois, dans ce calcul-là que j'ai fait, j'ai montré que la dimension de V, c'est la même que V étoile. Mais ça ne veut pas dire que je suis capable de toujours montrer qu'il existe un isomorphisme entre V et V étoile. Je suis capable de le montrer si je fais une association un peu niaiseuse en disant que U1 s'en va vers alpha 1, U2 s'en va vers alpha 2, UN s'en va vers alpha N. Mais ça, j'ai besoin d'une base pour faire ça. Il n'y a pas d'identification naturelle entre les espaces. OK. Prenons un autre exemple d'espace. Donc, on va prendre un espace complet qu'on connaît, l'ensemble des fonctions avec k dérivée dans un domaine borné oméga dans Rn. Puis la dérivée qu'on prend, c'est la dérivée k alpha, où qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend le maximum de toutes les dérivées dans le domaine, où est-ce que je me permets de prendre toutes les dérivées d'ordre plus petit ou égal à k. OK? Donc, en particulier, une fonctionnelle très, très naturelle qui apparaît ici, c'est que tu me donnes un point quelconque dans le domaine, puis tu me dis quelle dérivée tu veux prendre. Puis une fois que tu m'as donné la dérivée, je suis capable de prendre une fonction dans mon espace des fonctions à k dérivée, puis j'évalue cette alpha-ième dérivée au point x0. Ça, c'est clairement linéaire. Si je remplace f par f plus g, ben, la valeur de la alpha-ième dérivée en x0, ça va être la somme des dérivées, parce que la dérivation est linéaire. Puis en plus, si alpha est remplacé par, mettons, c fois alpha, ben, la dérivée, ça va être c fois la dérivée de f. Donc, le L qu'on définit de cette manière-là devient linéaire. Puis, en plus, c'est linéaire, mais c'est continu. OK, continue par rapport à la norme qu'on a faite, parce que si jamais j'évalue L de f, je veux montrer que ça, c'est borné par une norme de f. Bien, ça, c'est égal à la valeur absolue de la dérivée en un point, ce qui est certainement borné par le maximum de cette dérivée sur le domaine. Puis ça, c'est juste une des dérivées.
Puis là, si tu prends le maximum de toutes les dérivées, ben ça, c'est encore borné. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est vraiment une borne. On montre que L de f est borné par la norme de f. Donc, ton opérateur est borné. OK? Mais attention, là, le commentaire que j'ai en bas, c'est que on ne le voit pas. C'est que si je regarde toutes les fonctionnels de cette forme-là, maintenant, c'est juste un sous-ensemble. C'est un très petit sous-ensemble de tous les fonctionnels potentiels que je pourrais considérer. Par exemple, je pourrais aussi faire des choses comme des intégrales de f sur des sous-domaines. Plein de choses que je pourrais faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais si je regarde juste les fonctionnels linéaires correspondant à toutes les dérivées d'ordre plus petit ou égal à G, en tous les points, ben, je suis capable d'avoir toute l'information pour f. Donc, tous les fonctionnels me permettent de dire tout ce que je veux à propos de f. Quelqu'un arrive avec une fonction, puis si moi j'ai tous les fonctionnels derrière moi, je peux frapper ma fonction, l'évaluer en chacune de ces fonctionnels-là, de ce type-là. Ça va me permettre de connaître toutes ces valeurs, puis toutes les valeurs de ces dérivées en tous les points du domaine. Donc, à partir de l'espace dual, je suis capable d'évaluer une fonction, puis d'obtenir toute l'information de tout ce que je voudrais savoir à propos de la fonction. OK? Prenons un autre cas. On va prendre encore un ouvert borné, puis maintenant, on va considérer l'ensemble des fonctions dans LP. Donc, les fonctions qui vont de oméga dans R, qui sont mesurables, puis dont l'intégrale de la pm puissance de la fonction est moins que l'infini. Maintenant, pour chaque f qui est dans le domaine, on sait que les fonctions qui sont mesurables, ça n'a pas de sens de parler de la valeur à un point. OK, on ne peut pas parler à un point, mais pour ce point-là, prenons un epsilon, puis prenons la valeur moyenne de la fonction sur la boule autour de ce point-là. Donc, la valeur moyenne sur la boule, c'est 1 sur l'aire de la boule fois l'intégrale sur la boule de la fonction. Ça donne essentiellement une moyenne dessus. Et donc, si tu me donnes une fonction, je suis capable d'évaluer toutes les moyennes sur toutes les boules autour de tous les points. Donc, qu'est-ce que je connais de la fonction? Mais je connais pas mal toutes. Je connais quasiment toutes. Oui, c'est vrai que je ne connais pas la valeur à un point, mais la valeur à un point pour LP, ça n'a pas de sens de toute manière. Mais à peu près toutes les valeurs moyennes que je voudrais avoir, je suis capable de les avoir. Donc, moi, je considère d'expérience que j'ai toute l'information de la fonction. Parce que une autre façon de voir ça, c'est rappelez-vous de qu'est-ce qu'on faisait avec la convolution. Quand on faisait la convolution, on avait une fonction, puis on faisait les moyennes dans le voisinage. Qu'est-ce qu'on voyait, c'est quand on prenait les moyennes sur des voisinages de plus en plus petits, on était capable essentiellement de reconstruire la valeur à un point. On était capable de faire ça quand la fonction était continue, parce que ces moyennes-là convergeaient. Dans notre cas, la fonction n'est pas mesurable, ces valeurs moyennes ne vont pas converger vers la valeur, mais ils vont quand même nous donner toute l'information qu'on a besoin de connaître à propos de la fonction dans le voisinage de x0. Bon, cette fonctionnelle est linéaire, c'est facile à voir, puis est aussi continue. Puis on peut voir qu'elle est continue en utilisant l'inégalité de Holder. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que, essentiellement, on prend la valeur absolue de mon expression. Ça fait tomber 1 sur l'aire en bas. Puis quand je prends la valeur absolue de l'intégrale, mais ça revient à l'intégrale de la valeur absolue, puis ma fonction, je peux l'écrire comme 1 fois f. Donc, juste la partie intégrale de ça ressemble, en valeur absolue, ça ressemble à ça. Et là, j'utilise l'inégalité de Holder pour dire que je suis capable de borner ça par norme dans Q de 1, puis la norme dans F de P. Ici, j'intègre sur un domaine borné. Donc, puisque j'intègre sur un domaine borné, ça, c'est pas infini, ce terme-là. OK? Puis là, qu'est-ce que j'ai montré? C'est que la valeur de ma fonctionnelle en F est bornée par une constante. J'ai une grosse constante ici, fois la norme de F. Donc, encore, si je regarde tous les points, puis tous les voisinages des points, je suis comme capable de reproduire, de reconstruire la fonction. Les fonctionnels me permettent d'obtenir toute l'information, d'extraire toute l'information que je recherche de la fonction. OK. Donc là, j'ai montré des exemples de fonctionnels dans des cas de fonctions les plus importants. Mais de manière abstraite, est-ce qu'il y a beaucoup de fonctionnels? Puis c'est ça que nous permet de dire le théorème de Hahn-Banach. Donc, si je vais prendre un espace X vectoriel normé, pas nécessairement un espace de Banach. Puis, prenez E, un sous-espace vectoriel de V quelconque.
Souvent, E va être un sous-espace de dimension finie, mais ça n'a pas besoin de l'être, n'importe quel sous-espace. Puis disons que vous avez une fonctionnelle linéaire et bornée sur le sous-espace. Il est défini au départ sur le sous-espace E dans grand V. Bien, on dit qu'une extension de L, c'est une fonctionnelle linéaire de V vers R, telle que si tu regardes ses valeurs juste sur E, ça donne la même chose. Donc, c'est une extension dans le sens que ça, sur le E, c'est exactement la même que ta fonctionnelle que tu t'avais donnée. Mais à l'extérieur de ça, elle peut prendre, à l'extérieur du sous-ensemble E, elle peut prendre d'autres valeurs. Et, en plus, la norme de L sur E, que tu connais, parce que tu connais le E, ben, tu peux t'arranger pour même faire en sorte que son extension ait exactement la même norme. C'est le fun, ça? OK? Ben, le théorème de Banach, c'est pas compliqué. Il dit que si jamais tu as un espace vectoriel normé V, puis tu as un sous-espace vectoriel E, puis tu as une fonctionnelle linéaire sur E, tu peux produire une extension. Une extension sur l'espace au complet. Donc, morale, tu prends un espace de Banach très compliqué, dimension infinie, plein de paramètres. Si tu me donnes un sous-espace de dimension finie, puis on les connaît déjà, les fonctionnels sur le sous-espace de dimension finie, j'ai montré, je l'ai caractérisé, bien là, tu peux prendre n'importe quel fonctionnel sur un sous-espace de dimension finie, puis tu peux l'étendre à tout l'espace au complet. Tu peux l'étendre de manière à ce que ça ait la même norme que sur juste le sous-ensemble, puis ça prenne les mêmes valeurs sur le sous-espace. Donc, le théorème de Banach, en général, on l'interprète comme étant il existe plusieurs fonctionnels. Et c'est pas bien que le théorème nous dit que l'extension existe, la preuve en tant que telle ne nous dit pas comment vraiment le construire. Donc, c'est plutôt... il faut vraiment penser à ça comme étant un théorème d'existence. Et c'est utile dans ce sens-là. De savoir qu'il y a beaucoup de fonctionnels, puis que l'espace dual, V étoile, est un espace riche. OK. Maintenant, je vais regarder des exemples concrets de dual. Puis à partir de ces exemples-là, on va identifier des questions clés qu'on veut se poser. Puis, je vais mettre en place là, les questions principales que je veux me poser. Donc, première chose qu'on a, c'est que on regarde l'espace des suites LP. Donc, l'espace des suites LP, c'est les suites dont la somme des PM puissance converge. OK? Bien, si tu prends un P qui est entre 1 et l'infini, le dual de LP, c'est LQ, où on satisfait la relation 1 sur P plus 1 sur Q égale 2. En particulier, si jamais vous prenez P égale 2, ben 1 sur 2 plus quoi me donne 1? Ben, il faut que le Q soit 2. Ça veut dire que l'espace dual de L2, c'est L2. C'est son propre espace dual. Mais en général, si jamais ton P devient très très grand, ben ça va tendre vers 0. Donc ton Q, lui, doit tendre vers 1. Donc tu as un genre de twist ici. Si P tend vers l'infini, Q tend vers 1. Si P tend vers 1, Q tend vers l'infini. Puis tu as un équilibre quand P et Q. Quand P est égal à Q est égal à 2. OK. Maintenant, si jamais quelqu'un arrive et vous dit soit une suite dans LP, puis tu prends une suite dans LQ, ben, l'inégalité de Holder te dit exactement que la somme, la valeur absolue des produits, c'est borné par la P norme de A fois la Q norme de B. Donc, entre autres, ça vous dit que cette quantité-là, elle est finie. La quantité à gauche, elle est finie, elle existe tant aussi longtemps que les P normes et la Q norme. La P norme de A et la Q norme de B existent. Bon, il y a des cas critiques, puis justement, c'est les cas qui correspondent à P égale 1 ou P égale l'infini. Si jamais tu prends P égale à 1 puis tu prends son dual, c'est L infini. Maintenant, la question qu'on pourrait se tourner de bord en passant, c'est de dire, OK, mais c'est quoi le dual de L infini? Bien, le dual de N infini, c'est pas L1. Malheureusement, le dual de C0, qui est un sous-ensemble de N infini, c'est L1. Et C0, c'est les suites qui tendent vers 0. Les suites dans L infini, c'est les suites qui sont bornées. Les suites bornées ne tendent pas nécessairement vers 0. Mais si jamais j'ai une suite qui tend vers 0, elle est nécessairement bornée. Donc ça, c'est un sous-ensemble de N infini, puis son dual est L1.
Une autre propriété qu'on voit apparaître ici indirectement, puis je vais le dire tout de suite, c'est que si jamais tu calcules, tu commences avec LP, puis tu prends son dual, tu vas obtenir LQ. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si tu prends LQ dual? Mais si tu prends le dual de LQ, tu vas chercher le P tel que 1 sur Q plus 1 sur P est égal à 1. Donc, le dual de LQ, ça va être LP. Même si le P et le Q ne sont pas égaux à 2, tu as une propriété telle que, donc quand P et Q sont égaux à 2, ben tu as le dual de L2, c'est L2. Si tu prends P qui n'est pas égal à 2, mais entre 1 et l'infini, son dual, c'est LQ, puis le dual de LQ, c'est LP. OK? Donc, moi, j'aime ça de voir ça, là, comme de voir que quand tu prends 2 fois le dual, tu retombes sur le même espace. Mais, tu retombes sur le même espace, mais ce n'est pas le cas pour L1. L1, son dual, c'est L infini, mais le dual de L infini, c'est pas L1. OK? Le dual de L1, c'est quelque chose d'autre. Non, l'espace dont le dual est L1, c'est quelque chose d'autre. Donc, ça marche des fois, puis des fois, ça ne marche pas, que le double dual, c'est l'espace de départ. Okay. On a exactement la même chose avec des espaces de fonctions LP, où on regarde les fonctions mesurables sur un domaine borné dont la Pm puissance est intégrable. Donc, j'ai que le dual de LP, c'est LQ, où 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1. Si jamais P et Q sont égales à 2, alors le dual de L2, c'est L2. Puis le double dual de LP, c'est LP. Comme auparavant, j'ai une égalité d'Holder qui me dit que si jamais je prends un F qui est dans LP, puis un G qui est dans LQ, ben, ça s'avère que je peux prendre F fois G, et ça devient dans L1, ça devient intégrable. En valeur absolue, ça devient intégrable. Puis ça, c'est borné par la norme, la P norme de F fois la Q norme de G. Très joli. OK? Comme on avait auparavant, le dual de L1, c'est L infini. Ou L infini, c'est pas l'espace L infini que tu passes, là. C'est l'espace L infini, c'est les ensembles qui sont mesurables, puis dont le suprémum essentiel est moins que l'infini. Je vais revenir à ça pour une seconde. Puis par contre, le dual de L infini, c'est pas L1. Donc, même si le dual de LP, si le double dual de LP, ça retombe sur LP, au moins quand P est entre 1 et l'infini, c'est pas le cas que pour L1, double dual retombe dessus. En fait, le dual de L infini est beaucoup plus grand que L1. C'est en fait l'espace des mesures de radon. C'est un espèce d'espace là, vraiment méchant. OK. Oui, OK. Donc, je vais expliquer un peu c'est quoi le suprémum essentiel, cet espace-là. Je vais le faire parce que c'est une notation qui apparaît souvent, puis cet espace-là, même si j'en ai pas parlé, c'est important de le connaître un peu. Donc ça, c'est l'ensemble des fonctions de oméga dans R telles que f est mesurable et le suprémum essentiel de f est moins que l'infini. Maintenant, c'est quoi le suprémum essentiel? Donc, il faut que je dise c'est quoi le domaine. Donc, on va prendre f de x, puis on va prendre f de x. Ça, c'est un nombre m. En fait, je ne veux pas me tromper. Parce que des fois, il y a deux façons de l'écrire. OK, je vais l'écrire comme ça. Donc, ça, c'est le sup de l'ensemble des m dans R. Des nombres R+, des nombres positifs. Tels que la mesure des points x où f de x OK, c'est ça.
OK, donc ça, c'est quoi ça? Ça, c'est... Il faut y aller lentement, lentement pour bien comprendre ça. Donc ça, c'est là où f prend des valeurs plus grandes que m. OK? Donc, il y a une région où la fonction f prend des valeurs plus grandes que m. Maintenant, en pratique, puisque la fonction est seulement mesurable, c'est pas vraiment important de regarder est-ce que la fonction est infinie. Parce que puisque la fonction est mesurable, je peux toujours la redéfinir pour lui donner une valeur infinie à un point ou même sur un ensemble de mesures nulles. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est plutôt regardons là où est-ce que la fonction est plus grande que m. Puis en plus, regardons là où est-ce qu'elle est plus grande que m, puis assurons-nous que la mesure de cette région-là, elle est plus grande que 0. Donc, je veux vraiment regarder là où est-ce qu'elle est plus grande que m et pas de mesure nulle. Donc, peut-être qu'il existe un ensemble de mesures nulles où est-ce que la fonction prend des valeurs plus grandes que 10 000. Mais peut-être que si tu regardes en bas de 10 000, ben, elle va prendre, mettons, 9999. Il existe un ensemble de mesures non nulles où est-ce qu'elle est plus grande que 9999, mais que si jamais tu te pousses l'affaire et tu te dis est-ce qu'il y a c'est quoi la taille de l'ensemble où est-ce qu'elle est plus grande que 10 000, ah ben là, c'est une mesure nulle. Ah ben là, tu vas dire que le maximum de la fonction, c'est entre 9999 et 10 000. Mais le m que tu vas choisir, qui va être le suprémum essentiel de ta fonction, ça va être le plus grand de ces bornes-là, où est-ce que la fonction est de manière non triviale, au sens mesurable, plus grande que m. OK? Donc ça, c'est une extension. Auparavant, j'avais la définition de L infini qui était définie seulement pour des fonctions qui étaient continues. L'affaire avec les fonctions continues, c'est que leur valeur en des points, c'est bien défini. Puis le maximum d'une fonction continue sur un ensemble compact ou borné, sur un ensemble compact, ça existe. Donc, c'est quelque chose que je suis capable de calculer et de dire, ah ouais, ben, elle n'est pas plus grande que telle valeur. Mais quand je suis dans le cas d'une fonction mesurable, je ne peux plus me permettre de simplement dire ça. Il faut vraiment que j'aille une définition plus compliquée pour dire que c'est quoi sa plus grande valeur. Ça me permet aussi d'avoir des fonctions qui sont mesurables, des fonctions discontinues, mais qui sont quand même bornées. OK. Donc, attention à cette définition-là, à cette construction-là. OK. Bon. OK. Donc, il y a un principe ici qui va apparaître, c'est que si jamais l'espace V a une topologie qui est très riche, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ouverts, bien la topologie de V étoile va être très pauvre. Il y a vraiment un équilibre entre les deux, puis je vais essayer de vous expliquer ça. Et ça va revenir à des concepts que j'avais expliqués, j'avais présentés auparavant, puis ce diagramme-là va être vraiment, est très utile pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais faire deux colonnes. Je vais faire le V ici, puis je vais mettre le V étoile ici. Et je vais commencer au début avec L, avec l'espace des suites, donc L infini. Les suites dans L infini, j'utilisais la norme infinie, qui était le maximum de la fonction de la suite. Donc, dans N infini, c'était des suites infinies, puis la norme, c'était le plus grand de toutes les valeurs. OK? Et cette norme-là, c'est une norme qui était extrêmement exigeante. Elle veut que toutes les valeurs de ta fonction soient proches. OK? C'est comme ça que ça fonctionne dans N infini. Donc, ça, c'est une norme restrictive. On pourrait dire globale, parce qu'elle contrôle toutes les composantes en même temps. Et il y a beaucoup d'ouverts. Maintenant, on avait LP ici pour P plus grand que 2. On avait L2. Puis éventuellement, on a L1. Et en bas de tout ça, j'avais même montré que la topologie produit. La topologie produit sur
R infini. Puis le plus qu'on descend là-dedans, le plus que la notion de convergence devient une notion où la distance est... Non, plutôt les... La topologie devient locale au sens que elle elle mesure la distance entre deux suites en regardant un petit nombre de composantes. Dans le cas de la topologie de produit, qui était la plus faible de ces topologies-là, là, j'ai des gros ouverts. Je n'ai pas plein de petits ouverts, j'ai des gros ouverts. Puis ça revient à simplement dire, est-ce que deux composantes de ma suite sont proches? Bon, ben, si j'ai deux suites, puis leurs deux composantes sont proches, ben, je vais pouvoir dire qu'ils sont proches. Parce qu'il y a un ouvert qui contient seulement ces deux ouverts-là, puis qui contraint ces deux composantes-là sans contraindre les autres. OK? Mais là, regardons un peu qu'est-ce qui se passe avec mon théorème de dualité. C'est que L2, il est dual à L2. Parce que L2 dual est égal à L2. Maintenant, ici, j'ai LP dual, c'est égal à LQ, mais le Q, dans ce cas-ci, il est inférieur à 2. À gauche, j'avais P plus grand que 2, mais là, mon Q doit être plus petit que 2. Donc, en fait, ça devient une topologie qui est encore plus localisée. Le dual de L1, c'est quoi? Dual de L1, c'est L infini. Donc, là, ma topologie devient topologie plus restrictive dans cette direction-là. Donc, plus d'ouvert dans cette direction-là. Puis là, bon, on avait parlé que le dual de L infini, ben, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que, ici, je vais pouvoir dire, je vais dire simplement C0 dual est égal à L1. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est que le plus que devient faible la topologie de V, le moins restrictive qu'elle devient, le plus gros que deviennent les ouverts, le moins restrictive que devient la notion de proximité dans V, le plus qu'elle devient restrictive dans V étoile. Dans le cas de L2, c'est un équilibre. Donc ici, j'ai un équilibre ici. Mais je ne l'ai pas ailleurs. OK. Le même diagramme s'applique si je fais les espaces LP. Donc, par exemple, si je commence avec L infini, LP, L2, L1, et là, je vais avoir LP dual est égal à LQ. Ça ici, c'était P pour plus grand que 2. Mais là, ça devient Q plus petit que 2. L2 dual, c'est L2. Puis L1 dual, lui c'est L infini. Puis là ici, ça c'est L infini dual, c'est mesure de radon. Puis ça c'est beaucoup plus grand que L1. Ça là c'est vraiment dangereux, très méchant. C'est un très gros espace où les objets incluent plein c'est même pas des fonctions. Là-dedans, c'est des mesures, c'est des affaires par lesquelles on multiplie puis on intègre. Donc, encore, on a le même principe. C'est que par ici, on a des topologies locales. Si vous vous rappelez, quand j'étais dans N infini, je ne pouvais pas avoir de singularité. Je contrôle toutes les valeurs, donc je peux m'assurer
que dans n infini, si je converge dans n infini, si je prends une suite de fonctions dans n infini que je converge, la limite va avoir la même continuité. Une suite de fonctions continues dans n infini converge dans quelque chose de continu. Mais quand je descendais vers L1 et je faisais des suites de fonctions continues, j'obtenais des affaires avec des discontinuités de plus en plus méchantes, OK? Ou des explosions, des singularités. Mais ici, c'est dans l'autre sens. Donc, quand la topologie devient... c'est ça, j'ai dit local. Topologie locale. C'est dans l'autre sens ici. Quand tu fais ça, tu obtiens une topologie plus globale et restrictive. OK, cet équilibre-là, il est vraiment intéressant. Puis tout ça, ça fait intervenir une couple de notions. Donc, première notion, c'est quand est-ce que j'ai que le dual du dual, c'est le même espace? Ça, c'est une première question qui apparaît. Deuxième question qui apparaît, c'est... je l'ai un peu résolu ici avec... OK, bien le dual du dual, OK, quand c'est le cas. L'autre chose qui apparaît qui est intéressant, c'est quand j'ai le dual d'un espace, est-ce que je peux m'en servir pour reconstruire ou avoir assez d'informations à avoir des fonctions dans mon espace? Ça, c'est en fait lié à la notion du dual du dual. Puis l'autre chose ici qui apparaît indirectement dans ce diagramme-là, c'est la notion de convergence ponctuelle. Quand j'avais fait les suites, j'avais vu qu'il y avait une topologie produit qui était équivalente à la convergence ponctuelle. Est-ce que je peux faire la même chose ici? Est-ce qu'il y a une extension de cette notion-là qui apparaît? Et effectivement, il y en a une extension. Puis, je vais venir dessus un petit peu plus tard. OK. OK. Je vais faire une parenthèse ici. Ouais, je vais faire une parenthèse, ça va prendre juste une seconde. Donc, quand j'ai un espace de Banach V, puis j'ai son dual V étoile qui est aussi un espace de Banach, alors je peux prendre n'importe quel U, puis n'importe quel L, puis si j'ai le U et le L, qu'est-ce que je peux faire? C'est obtenir un nombre en faisant L de V. Ou en un certain sens, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un produit. Je peux dire que je multiplie L par, U par L, puis en multipliant U et L ensemble, qu'est-ce que je fais? J'obtiens un nombre. Donc, V et V étoile, ensemble, définissent un produit. Qu'est-ce qu'on appelle le produit en dualité. Et si on retourne en arrière, vous allez voir que c'est pas si fou que ça. En fait, quand j'ai fait l'exemple avec les suites, remarquez que ici, j'ai un produit. Quand j'ai une suite de AN et j'ai une suite de BN, je suis capable d'extraire un nombre en faisant la somme des produits. OK? Pas si débile que ça. Ça devient notre produit en dualité. Intéressant. C'est pas... Quand j'avais des fonctions, quand j'ai une fonction f qui est dans LP, puis j'ai une fonction g qui est dans LQ, on sait que LQ, c'est le dual de LP. Bien là, tu peux faire l'intégrale de f fois g. Ça existe. Un objet qui est bien défini, ça donne un produit en dualité. Donc, il y a quelque chose de vraiment intéressant ici, c'est que quand tu as un espace puis son dual, tu obtiens quelque chose qui ressemble conceptuellement à un produit scalaire. OK? Puis, ça veut dire que beaucoup des notions qu'on va voir dans les espaces d'Hilbert, ils ont en fait des analogues entre un espace V et son dual. Mais il faut les interpréter au sens de dualité. Ça, c'est une bonne façon de comprendre ce produit en dualité, de comprendre que c'est peut-être une façon plus générale de traiter le produit scalaire. Bon, c'est aussi très important en physique, là, le produit scalaire comme ça. Les physiciens, eux autres, vont dire « Ah, ça, c'est mon espace des bras, ça, c'est mon espace des quêtes, puis ensemble, j'ai mon bracket. » OK? Les autres, ils se cassent pas la tête, là, c'est bien joli. Tant qu'ils savent comment le calculer, ça fonctionne pour eux. Donc, le produit en dualité,
il encourage l'observateur à réfléchir à deux façons. C'est-à-dire que ton produit en dualité, tu peux soit fixer une composante, puis laisser l'autre libre, ou tu fixes la deuxième composante en L, puis tu regardes l'autre libre. Donc, si tu fixes le U, en prenant tous les L, tu peux faire L de U, puis ça va donner plein de valeurs, puis tu te poses la question, hey, si je fais varier le L, est-ce que ces informations que je vais collecter à propos du U vont me permettre de dire quelque chose à propos du U? Vice-versa, si je fixe le L, puis je regarde tous les produits U fois L, tous les produits U fois L pour L fixe vont me donner de l'information. Puis la question, c'est est-ce que ça me dit quelque chose à propos de L? OK? Donc, je l'ai écrit ici encore. Donc, une autre façon de le dire, en d'autres mots, c'est que si j'ai U L est égal à VL pour tout L, est-ce que U et V sont comme ça? En fait, c'est toujours le cas. Quand je l'écris comme ça, comme terme, c'est vrai. Donc, ça, c'est avec l'aide du théorème de Hahn-Banach qu'on peut montrer que c'est toujours le cas. Que si jamais UL est égal à VL pour tous les L, ben U doivent être égal à V. Donc, les produits, c'est-à-dire que les pairings, les produits de L avec U pour tous les L me donnent toute l'information à propos de U. Ils me permettent de déterminer, d'entièrement préciser c'est quoi le U. OK. Donc, un espace, regardons bon, il y a une définition ici, c'est qu'on dit qu'un espace vectoriel normé est réflexif si jamais son double dual est égal à l'espace en lui-même. Puis, je vais te donner le punchline ici, c'est que tous les espaces qui sont pratiques en sciences doivent être réflexifs. C'est-à-dire que si j'ai un espace en sciences qui représente des états de mon système, il faudrait que cet espace-là soit réflexif. Donc, généralement, là, vous allez voir, il y a quand même des théorèmes assez intéressants qui sont seulement vrais pour les espaces réflexifs. Et donc, n'hésitez pas à utiliser cette condition-là. Je vais prendre le temps maintenant d'expliquer un peu plus ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce que je voudrais qu'en science, mes espaces soient toujours réflexifs. OK, donc si j'ai un espace V de Banach, puis j'ai son espace V étoile, je suis capable de définir une norme, la norme L étoile, où est-ce que je fais encore le sup des valeurs de L sur la taille de U. Puis de la même façon, sur le double dual d'un espace de Banach, j'ai aussi une norme. Donc si jamais j'ai un élément X du double dual, je dis que sa norme, c'est le sup sur toutes les fonctionnels de V étoile, où est-ce que j'évalue X sur L, où est-ce que je prends la norme de L. Ça saute aux yeux, là, c'est vraiment juste de mettre les définitions ensemble. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe qui est intéressant, c'est que je peux associer à tout élément U de V un unique élément que j'appelle IU dans V double dual. Et cette application, I qui va de V dans V double dual, c'est une inclusion, ça veut dire que c'est injectif, et c'est isométrique, ça veut dire que la norme de l'espace du vecteur U que tu as commencé, quand tu prends celui-là et tu le rentres dans V double dual, il y a la même norme dans V double dual. OK? Donc, c'est injectif, ça rentre vraiment à l'intérieur. Et l'application, c'est un peu une application triviale. Là, tu prends ton vecteur V, puis là, tu te dis, hey, comment est-ce que je vais faire pour associer un élément de V double dual? Bien, un élément de V double dual, c'est un élément tel que pour tout, qui va t'associer un nombre à tout élément dans V dual. Bon, bien, un élément de V dual, c'est un L. Qu'est-ce que tu peux faire, c'est l'évaluer sur L de V. Ça va te donner un nombre. Puis, cette application-là, ça va être ton application I de V. OK? Donc, ça prend un peu de temps pour lire cette application-là, mais l'application est en fait complètement triviale. Puis c'est possible de montrer que je le fais là, dans le livre, mais même quand tu fais la preuve, ce n'est pas vraiment illuminant. C'est parce que c'est plus mélangeant que d'autres choses, mais c'est parce que l'identification est tellement naturelle que ça prend plus d'effort mental pour séparer les objets que de les identifier. OK, donc, qu'est-ce que ça montre ici? C'est qu'effectivement, V rentre dans son double dual.
C'est un sous-ensemble de son double dual. Si jamais V n'est pas réflexif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a un élément U dans V, puis un autre élément X qui est dans le double dual, mais qui n'est pas dans V. Tel que, si jamais tu regardes pour tous les L dans V, pas dans V double dual, dans tous les L dans V, tu regardes L de U, ça va donner la même chose que X de L. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a un élément U, tel que quand tu regardes toutes ces coordonnées, pour tous les choix de coordonnées que tu fais, tu regardes ces valeurs, ça va donner un ensemble de valeurs, un nombre infini de valeurs. Bien, le X, lui, qui était dans le V double dual, par rapport à ce choix de coordonnées-là, il serait complètement identique. Donc, il y a deux objets, tels que par rapport à les coordonnées, ils sont identiques, mais ils ne sont pas le même objet. Parce qu'il y en a un qui est dans V, puis l'autre qui est dans son double dual. OK? Donc, les coordonnées dans ce système-là ne déterminent pas entièrement les états du système. Corollaire, tu ne veux pas des espaces qui ne sont pas réflexifs. Si ton espace est supposé de représenter les états, tu ne peux pas t'en servir s'il n'est pas réflexif. Maintenant, ça ne veut pas dire que les espaces qui ne sont pas réflexifs, on veut les jeter aux poubelles et on ne veut pas les étudier. Ça veut juste dire que ces espaces-là, on ne peut pas s'en servir si ils sont supposés de représenter des mesures expérimentales, si on est supposé de s'en servir pour si on veut s'en servir pour modéliser un système physique. Parce que dans le cas d'un système physique, on veut toujours que ces coordonnées ces coordonnées, les valeurs qu'on va extraire pour mesurer le système, soient des valeurs qui soient représentatives de l'état. Tu n'es pas en train de manquer quelque chose. Tu sais, la façon que je pense un peu à ça, là, de manière très comique, c'est que tu as un espace d'état, puis là, toi, tu penses que dans ton système, il y a un U qui est un état complètement déterminé, mais qu'est-ce que tu ne te rends pas compte, c'est que ton choix de modèle pour les états, il n'est pas réflexif. Donc, il y a un autre état qui est identique à l'autre par rapport à ton choix de mesure, par rapport à ton choix de coordonnées, mais il ne va pas donner le même système. Donc, c'est comme s'il y avait un état. À tout état, il y a aussi un autre état où il y a un ange qui sur l'épaule de l'état, puis tu ne seras jamais capable de prédire quoi que ce soit. Parce que tes coordonnées ne sont jamais complètes. Sont pas suffisantes pour décrire le système. OK. Là, je vais parler de la dernière remarque que j'avais mentionnée dans notre espace. C'est que quand j'avais l'espace des suites, j'ai parlé de la convergence ponctuelle. Et là, qu'est-ce que je veux faire? C'est étendre la notion de convergence ponctuelle. Puis en particulier, qu'est-ce qui m'intéresse, moi, c'est les espaces de Sobolev, que ce soit LP ou même les espaces de Sobolev HK. J'aimerais étendre cette notion de convergence ponctuelle. Je ne peux pas le faire a priori parce que dans les espaces LP, les valeurs en des points n'ont pas de sens. Donc, ça n'a pas de sens de dire « Ah, ma suite converge en chaque point ». J'ai une suite de fonctions telles que si je regarde juste les valeurs de mes fonctions en un point, mais ces valeurs-là vont converger à un point. Non, parce que chacune de ces fonctions-là sont seulement mesurables. Les valeurs en des points n'ont pas de sens. OK. Mais il y a une extension de ça. Donc, on dit qu'une suite U1, U2, converge au sens faible vers un U qui est dans V. Si, à chaque fois que tu prends un choix de coordonnées, alors, quand n tend vers l'infini, L de UN est égal à L de U. OK? Donc, pensons d'abord à CK. Dans le cas de CK, quand j'avais montré qu'il y a une des fonctionnelles, qui est la fonctionnelle, l'évaluation à un point. Donc, si j'avais une convergence ponctuelle, puis je regardais l'évaluation à un point des UN, ça converge vers l'évaluation de U à un point. Ou si je suis dans LP, j'ai mes fonctionnels qui sont les moyennes dans des B epsilon, ben, il faudrait que pour tout point x0, puis toute boule autour de x0, les valeurs moyennes convergent. Ça serait une convergence ponctuelle. Ça, c'est une généralisation de la notion de convergence ponctuelle. OK? Qu'est-ce que ça s'avère? C'est que, bon,
cette notion de convergence ponctuelle est en fait équivalente à une notion de convergence dans une topologie qui est beaucoup plus faible. Donc, on va voir un premier exemple ici où est-ce que j'ai mon V, puis sur l'espace V, qui était un espace de Banach, donc il y avait une norme, donc il y avait une topologie, il existe une deuxième topologie sur cet espace-là qu'on n'avait pas vu. Ah, ah, ah. Donc, on commence, si jamais j'ai un espace vectoriel V normé, la norme induit une topologie, puis généralement, on appelle cette topologie la topologie forte. OK. Bien, si jamais vous avez un espace vectoriel normé V, alors il existe une topologie qu'on appelle la topologie faible. Puis celle-ci, c'est elle qui est engendrée par les images inverses de tous les ouverts U pour tous les fonctionnels dans le dual de ton espace. Les L-1 de U, si vous imaginez vos fonctionnels correctement, vous allez voir que L-1 de U, ça va ressembler pas mal, au moins en dimension infinie, à des ensembles qu'on avait appelés tonnelés. Non, des ensembles cylindrés, c'est-à-dire que tu as une contrainte dans une coordonnée, puis dans toutes les autres coordonnées, tu n'as pas de contrainte. Donc, ça voudrait dire, mettons que tu étais dans R2, donc X1, X2. Si tu mets ta fonctionnelle comme étant juste l'évaluation de tes états dans la direction X1, puis tu dis, OK, je veux les états qui correspondent avec X, la première coordonnée qui appartient dans un ouvert U, ben L-1 de U, ça va être l'ensemble cylindrique qui est l'U croix R. Bon, donc on peut montrer qu'il existe une topologie engendrée par ça. On appelle ça la topologie faible. Et le gros théorème qu'on a ici, c'est que la notion de convergence faible, donc si je dis que j'ai une suite qui converge au sens faible, mais c'est la même chose que dire que ma suite de vecteurs U converge dans la topologie faible. Donc pour revenir à mon diagramme ici, que j'avais auparavant, la convergence faible ici, la convergence ponctuelle existe, puis cette convergence-là, elle correspond à la topologie faible. OK, donc ça c'est le fun. En pratique, par contre, en pratique, on ne regarde jamais là, cette topologie faible-là en tant que telle. Généralement, quand tu veux montrer que tu as une convergence au sens faible, tu vas simplement montrer que pour tout L dans UN, tu as cette identité. Et voici le théorème principal dans tout ça. Ça, c'est une des formes du théorème, là, mais c'est la forme que j'aime ici. Donc, si jamais j'ai un espace de Banach réflexif V, alors la boule de rayon 1, tu prends la boule de rayon 1 dans ton espace V, cette boule par rapport à la norme dans la topologie forte, OK? Tu prends sa fermeture, ça c'est compact dans la topologie faible de V. Mais on savait que dans la boule de rayon 1, dans un espace de dimension infinie, c'est pas un compact. Mais c'est compact par rapport à la topologie faible. Parce que la topologie faible, elle a le moins d'ouverts. Ces ouverts sont plus gros. Puisqu'ils sont plus gros, c'est plus facile de couvrir ta boule de rayon 1. Si tu essayais de la couvrir avec les ouverts de la topologie forte, mais ces ouverts-là sont plus petits. Puis là, il t'en faudrait plus. Puis tu ne serais pas capable de montrer qu'il est compact. C'est un peu ça l'idée. OK? Et le théorème de Banach-Alaoglu, ici, est très utile parce que souvent, dans bien des situations, la convergence faible, c'est la seule convergence qu'on peut obtenir facilement. Puis on peut s'en servir à partir de là pour faire des processus de bootstrap, là, pour partir de cette convergence faible pour montrer que en fait, la convergence est plus forte que ça à l'aide d'autres théorèmes. Donc, c'est un résultat qui est très très faible, mais qui est quand même utile en pratique. OK. Donc, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Puis la prochaine fois, je vais commencer de parler des dérivés distributionnels, puis comment on s'en sert pour définir des espaces des espaces de Sobolev. Merci beaucoup.